Bonjour Grégory Bonjour. et bienvenue sur ce sommet dédié à l'instruction en famille. Je te remercie de ta participation. Pour te présenter brièvement, tu es papa de 5 enfants et tu vis vers Carcassonne. Et Exactement. j'ai choisi de t'interviewer parce que ta situation pour cette année est particulièrement périlleuse et pour le moins complexe. Et c'est pour montrer aussi toute l'absurdité de cette loi. Donc, je vais te laisser te présenter, peut-être présenter ton parcours de parents d'enfants en IEF. Et comment tu en es venu à ce parcours d'IEF, quels ont été les choix pour toi, pour ta famille, et quelles ont été les conséquences de cette loi depuis son application, donc depuis 2021. Très bien. Ben, comme tu viens de dire, je suis Grégory, papa de 5 enfants. On fait l'IEF, donc on a choisi ce mode d'instruction pour nos enfants il y a maintenant un petit peu plus de 10 ans. Donc on avait commencé avec nos deux aînés. Nos deux aînés ont effectué la maternelle, un peu de scolarisation. Et puis assez rapidement, on a basculé vers ce choix pour différentes raisons. Il y avait un choix de proximité avec nos enfants. Dans ce choix, il y avait aussi les réflexions sur les écoles qui nous étaient accessibles. Et il y a eu un certain nombre d'éléments, les pédagogies engagées, et qui nous a fait réfléchir et qui nous a fait tenter l'expérience. Donc au début, on a juste découvert qu'il y a plus de 10 ans que c'était possible. Et donc à ce moment-là, surtout pour des jeunes enfants, dans le système, on va dire, l'intérêt est plus la pédagogie et la méthodologie que réellement le contenu. Donc pour des jeunes enfants, on a commencé cette expérience. C'est mon épouse donc dans notre façon de fonctionner, mon épouse, Caroline, on va dire, assure à peu près 80% de l'instruction. Et moi, qui ai de formation scientifique, j'interviens, on va dire, de plus en plus, surtout pour les grands et pour des choses qui concernent, on va dire, de la formation beaucoup plus scientifique, beaucoup plus formelle. On va dire, les pédagogies, elles sont validées aussi bien par mon épouse et moi-même. Et, euh, et puis, c'est plutôt elle qui est au front avec les enfants au quotidien. Est-ce que tu peux juste nous rappeler l'âge de tes enfants? Alors, aujourd'hui, ma plus grande a 16 ans. Elle n'est plus sous obligation de scolarisation. La deuxième a 14 ans. La troisième, 12. J'ai un garçon qui vient d'avoir 9 ans et une toute petite de 3 ans, 2 ans et demi, et qui doit, en théorie, rentrer dans le système scolaire en septembre cette année. D'accord. Donc tu as connu le régime simplement déclaratif où il fallait envoyer un courrier pour signaler à l'administration qu'on faisait Voilà, exactement. l'instruction. Exactement. Donc, il y a encore 3 ans, on avait la possibilité de simplement déclarer. Donc, on a beaucoup déménagé. Donc, il faut le déclarer euh, au rectorat auquel on est rattaché et le déclarer à la commune ou à la mairie dans laquelle on vit. Donc, cela, pour un processus assez connu. Donc, c'est-à-dire, ça va impliquer que tous les ans, on va avoir un contrôle administratif, un contrôle pédagogique sur l'évolution des connaissances des enfants. Et tous les 2 ans, donc les mairies, de façon générale, elles ne savent pas vraiment comment s'y prendre. Donc, on a eu, comme on a beaucoup changé de commune, on a eu à chaque fois, mais en moyenne, tous les 2 ans, on a un contrôle, on va dire, social sur les enfants, mais on a eu différents types de contrôles. Des fois, on a eu des assistants sociaux qui sont venus, des fois simplement des agents de mairie avec un questionnaire à remplir. On a eu différentes formes pour le contrôle social. Ouais. Donc l'idée de ces deux contrôles, même avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, c'était de s'assurer que les enfants vivaient dans de bonnes conditions,
qu'ils étaient effectivement instruits et qui progressaient dans leurs apprentissages. Exactement, exactement. Et le principe lui-même nous a toujours paru légitime, en fait. C'est tout à fait légitime c'est jamais vraiment agréable, surtout le contrôle pédagogique, c'est jamais vraiment agréable parce que on juge les enfants, on juge aussi les parents sur leur méthode, sur leur façon de faire. On se sent extrêmement jugé, mais en y réfléchissant, nous, on s'y est toujours plié parce qu'on a toujours trouvé ça légitime ne serait-ce que d'avoir un regard extérieur est-ce qu'on fait des choses correctes, sensées, donc on n'a jamais eu de problème et d'opposition à ces contrôles pédagogiques. Ouais. Est-ce que tu as vu une évolution des contrôles pédagogiques, notamment, depuis toutes ces années? Alors, notre expérience, on va dire, est assez oscillante parce que on a beaucoup déménagé. Donc, en fait, on a eu des contrôles de l'Académie de Lyon, des contrôles de l'Académie de Hyères, des contrôles de l'Académie de Toulouse et de Montpellier. On a vu un peu la vision. Alors, nous, notre expérience, elle est assez en dents de scie. Par exemple, aussi bien dans l'Académie de Hyères, on est tombé sur des contrôleurs extrêmement rigoureux et qui n'avaient par définition pas la compréhension de ce qu'on voulait faire. Donc, ils arrivent avec un désaccord, mais de façon très professionnelle et très rigoureuse, ils font leur métier. Alors, je parle de ça, c'était pour un niveau primaire, euh, alors que côté Carcassonne, les contrôles sont extrêmement bienveillants. L'année dernière, hein, c'est-à-dire qu'ils sont extrêmement bienveillants. Euh, Ça reste une formalité, juste savoir si l'enfant sait lire, sait écrire, les fondamentaux sont là. Ils étaient plutôt curieux de savoir ce qu'on faisait. Donc, je, moi personnellement, on a rencontré des contrôles difficiles il y a 3-4 ans de ça et des contrôles plus faciles cette année. Donc, notre rendu d'expérience ne sera pas une, une difficulté croissante dans le temps, mais plutôt des personnages qui ne sont pas formés pour ça, qui n'ont pas la compréhension. Certains ont de la bienveillance, d'autres ne comprennent pas, ont beaucoup de préjugés et partent du principe que à la moindre faille, c'est bon, il faut te rescolariser. De toute façon, on est tous passés par là, ça va aller, quoi. Une incompréhension totale du projet en lui-même. Oui. Oui, parce que effectivement, c'est ce que je disais dans d'autres interviews, c'est que chaque famille a sa pratique en fonction de son parcours, en fonction de ses enfants. Le principe de l'IEF, c'est d'adapter chaque pédagogie et chaque outil, chaque matériel à l'enfant et à son fonctionnement, son rythme, son individualité. Et c'est vrai que du coup, on peut parler de pédagogie Montessori, de pédagogie Freinet pour les plus connus, mais il y en a tellement d'autres. Et les pratiques varient aussi en fonction des familles. Du coup, c'est vrai que si le personnel n'est pas formé, ça crée des difficultés. Sachant que nous, en IEF, on est soumis au socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Et qu'on est évalué chaque année au regard des attendus de fin de cycle. Est-ce que toi, tu as déjà rencontré des inspecteurs, je suppose que c'est le cas, qui examinent en fonction du niveau théorique que l'enfant devrait avoir dans un milieu scolaire? Euh, Ça, c'est quelque chose de, de, de discutable et de extrêmement désagréable. De façon globale, ils évaluent plus. Alors, encore une fois, la vision de ça a changé ces dernières années. On va dire, il y a quelques années, 5-6 ans, si nous, on a fait l'effort, comme je l'ai dit, on a déménagé, on a fait l'effort de transmettre les rapports qu'on a reçus, parce que les académies, entre eux, ne se transmettent pas les académies. On a fait une demande à l'époque, il fallait que soit évalué l'évolution de l'enfant. C'est ça. Donc, on a insisté là-dessus pour essayer de pousser le contrôle à ce niveau-là. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, il doit avoir un champ de compétences qui est extrêmement
défini et, euh, et donc c'est évalué dans ce sens-là. Mhm. Et puis, de façon globale, quand les contrôleurs s'aperçoivent que l'enfant a les compétences, ils continuent à augmenter le niveau. Et ça, c'est un principe qui, je pense, est relativement très français. C'est pousser l'enfant jusqu'à l'échec. Mhm. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve d'extrêmement désagréable, mais c'est de leur dire, c'est bon, ça s'est bien passé, on peut s'arrêter là. Oui, mais je veux voir jusqu'où elle peut aller. Mais la conclusion pour l'enfant de tout ça, c'est qu'on va continuer dans un domaine qui est hors contrôle jusqu'à pousser l'enfant à l'échec, jusqu'à ce que l'enfant te dise, bah, je sais pas, et ce qui est tout à fait légitime qu'il ne sache pas. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez récurrent, de toujours en demander plus. Euh, Ça va de pair avec le fait que les enfants sont contrôlés en 2 heures sur l'ensemble total de leur savoir, et ce qui est extrêmement éprouvant dans un système tout à fait légitime. On va se concentrer, parce que le cerveau fonctionne comme ça, dans un domaine, et puis on va travailler ce domaine, évaluer ce domaine. Là, non, c'est 2 heures extrêmement intenses, où l'enfant doit solliciter tout son champ de savoir, aussi bien dans les domaines attendus scolaires, mais aussi bien dans ce qui lui est personnel, dans ce qu'il veut savoir faire. Donc, bon, ben, ça reste quelque chose que je disais au début de désagréable et pour les parents et pour l'enfant, et la façon dont c'est mis en place, ça manque de bienveillance. Moi, ma conclusion personnelle est de voir que généralement les inspecteurs poussent les enfants à l'échec. Euh, bon, c'est dommage. Ça n'a pas été tout le temps le cas, mais c'est globalement comme ça que ça se passe, quoi. D'accord. Et est-ce que tu envoies ou Caroline envoie des dossiers pédagogiques en amont des contrôles pour dire voilà, nous avons fait Ah ça, oui, on en est là? bien sûr. On l'a Oui. toujours fait. On l'a toujours fait. Caroline l'a toujours fait. Euh, je j'ai pas souvenir qu'on ait eu un seul contrôle qui s'appuyait là-dessus. Euh, la plupart du temps, quand on doit parcourir, parce que on doit parcourir un questionnaire, quels sont les manuels que vous utilisez, tout ça est déjà indiqué. Euh, donc on s'amuse à dire, ben, ça a été déjà informé. Euh, prenez, vu que vous avez lu notre document, prenez le document. Ah bon, c'est où? Je ne sais pas. Donc, on a pu constater à plusieurs reprises que oui, on fait l'effort de rédiger un, un rapport. Euh, le projet, globalement, on prépare tout ce qui va nous être demandé, mais ce n'est pas lu. Oui. Oui, c'est le même constat partout, je te rassure. Pareil. Pareil ici. Donc, ouais. Sachant que pour les inspections, ils doivent prendre en compte la progression qui est retenue par le parent instructeur et pas la progression de l'éducation nationale pour justement laisser le champ libre à la diversité pédagogique, au respect du rythme de l'enfant, etc. Et ben, on se rend bien compte que, et pour moi et pour toi, ce n'est pas toujours le cas, et pour d'autres familles non plus. En Mais tout je cas, ne pense même pas qu'ils en aient conscience. on, Je, je reste convaincu de ce que moi je peux constater, je reste convaincu euh, que ce ne sont pas des gens qui sont formés pour faire ça, ils ne savent même pas l'enjeu de tout ça, et, euh, et ils ont une vague idée de ce qu'ils doivent faire, c'est contrôler. Et donc, ils font ce qu'ils savent faire, contrôler. C'est des anciens enseignants, souvent, souvent alors soit on a des enseignants qui ont perdu leur bienveillance et qui sont devenus carriéristes et qui doivent, je sais pas, faire un certain nombre de tâches avant de pouvoir monter les échelons dans les rectorats. Mais, euh, mais souvent, moi, j'ai l'impression qu'ils ne savent pas tout ça. Ils savent même pas ce qu'ils doivent faire. Ils ont non, une opinion personnelle et ils appliquent ce qu'ils ont envie, quoi. Et c'est pour ça que je disais qu'il y a tant de variété dans ce qu'on a connu, parce qu'on a rarement, ça n'a jamais duré plus de 2 ans, le fait qu'on ait été suivi par le même contrôleur. On a toujours eu des contrôleurs différents, donc on a vu une variation d'interprétation de leurs tâches, de ce qu'ils devaient contrôler, euh, très large. oui.
Et parlons de cette fameuse loi CRPR depuis 2021, du coup, avec des demandes d'autorisation. Donc, tu as dû faire des demandes pour les 4, si je ne me trompe pas, c'est Oui, ça, les 4 oui. premiers. Alors, comme j'ai 5 enfants, l'année dernière, c'était aussi 4 demandes, sauf que ça a intégré celle qui n'avait pas encore 16 ans et pas la toute petite qui n'avait qu'un an et demi. Et cette année, on a refait 4 demandes, sauf que la plus grande n'est plus sous obligation, mais la petite entre en obligation de scolarisation. C'est ça, c'est ça. Donc, on a fait la demande pour ces 4. Euh, de façon globale, et puis quand on se relie, chaque année, on est plutôt confiant. C'est-à-dire, on a toujours fait face avec la grande honnêteté aux administrations. Ça s'est toujours bien passé parce qu'au final de tous ces contrôles qui sont désagréables, il en sort des rapports positifs. Ouais. Toujours. Il en sort des rapports positifs, des échanges avec les assistants sociaux, qui se passent très bien, ils sont très contents. Donc, globalement, on est assez confiant dans ce qu'on fait, et puis lorsque on n'a jamais eu de blocage particulier. Ouais. Et puis, chaque année, la même réponse. C'est-à-dire que euh, donc cette nouvelle loi impose de faire une demande d'autorisation sous différentes catégories. Mhm. Voilà, les catégories sont les catégories les plus connues qui empêchent la scolarisation, c'est-à-dire sport intense, handicap, raison médicale, itinérance, il y a un certain nombre de catégories. Et puis, il y a une catégorie presque vue comme une catégorie poubelle. Si tu ne rentres pas dans toutes ces cases, eh ben, tu as le droit, au nom de situations propres à l'enfant, de faire une demande d'autorisation. Euh, la situation propre à l'enfant n'est pas légalement définie, c'est-à-dire que ça a été, les lois ont été écrites de façon à ce que ça soit très sujet à interprétation. Les débats parlementaux indiquent qu'il n'y aura aucun souci à ce niveau-là. Euh, le moindre, ne serait-ce que le choix familial et le rythme propre de l'enfant est un argument largement suffisant pour dire c'est une situation propre à l'enfant. Et puis, s'il n'y a pas de souci dans les contrôles, il n'y a aucune raison à ce que l'autorisation soit refusée. Et ben, ça n'empêche pas qu'on a beau essayer de faire au mieux, tous les ans, on reçoit des refus d'instruction en famille parce que euh, votre projet pédagogique ne démontre pas une situation propre à l'enfant. Et ça, c'est terrible. Ouais, j'imagine. Donc, à chaque fois, des dossiers qui sont longs, j'imagine, chronophages, j'imagine, où tu essayes de définir ton enfant, de montrer son fonctionnement, de montrer comment tu vas organiser les apprentissages, sur quel support tu te bases, le planning, l'emploi du temps. J'imagine une charge de travail importante, surtout Oui, quand on a une grande fratrie. oui, je confirme. Au printemps, chaque année, mon épouse et moi-même, on vire fou parce qu'on fait l'effort, on donne notre temps à ça, et, euh, et on en conclut que ben, on passe notre temps à expliquer pourquoi on doit instruire nos enfants au lieu de faire la tâche directe d'instruire nos enfants, parce que c'est une période, c'est des dossiers, comme je le dis, on essaie de faire ça bien, le plus fourni possible, le plus argumenté possible. Donc du coup, on y passe un certain temps, oui, on y passe du temps tous les deux, c'est-à-dire qu'on se relie l'un l'autre, de façon à ce que le résultat soit le plus crédible possible. Et pourtant, ça ne change rien, c'est-à-dire que nous, on y passe énormément de temps. Il y a un délai d'obligation à la réponse. Et généralement, alors tous les ans, on reçoit la réponse le dernier jour ou l'avant-dernier jour, c'est-à-dire toujours, ou même on a déjà eu des retards, en disant, ben, trop tard, c'est dans les lois, ça doit être refusé, on nous a balayé les ans. Donc au final, c'est chronophage,
on y perd beaucoup de temps, c'est émotionnellement angoissant, ça, ça abîme le rythme quotidien, familial, et la conséquence en est que, ben, sans explication, sans argumentation, ça, c'est une réponse très formatée, la même phrase, pour tous ceux qui ont reçu cette réponse négative, c'est toujours la même, voilà, Mm. sans explication, ce qui est quelque part pas acceptable, parce que si notre objectif c'est de faire ça, il faut comprendre ce qu'on a fait de mal pour pouvoir faire mieux. Et, et voilà. Et au final, on y perd du temps, extrêmement déséquilibré dans le rythme familial, et on ne comprend pas, et on reçoit juste une réponse qui va dire qu'on va perdre encore plus de temps et on va continuer les processus administratifs. Mm. Oui, parce qu'en gros, quand on envoie la demande, l'administration a théoriquement 2 mois pour nous répondre maximum. Et silence gardé pendant l'administration pendant ces 2 mois. Au-delà, ça vaut un accord, c'est la règle du SVA, silence vaut accord. Effectivement. Tu parlais donc du motif 4, situation propre à l'enfant. Tes enfants correspondent pour tous à ce motif-là? Oui, c'est-à-dire que, par exemple, initialement, c'est un choix. À la base, c'est un choix. C'est un choix qu'on a fait et on veut se raccrocher à ça. On veut pas se cacher derrière une fausse excuse. On veut pas essayer. Par exemple, j'ai une de mes enfants qui va avoir plus de facilité dans les sciences et des difficultés dans la lecture, l'écriture et le décodage des mots. C'est-à-dire qu'elle était autour de la primaire, l'apprentissage de la lecture a été fastidieux pour elle. Ça a été assez difficile, beaucoup plus difficile que pour mes autres enfants. On n'a pas cherché à essayer de voir, de pousser, de négocier pour avoir un certificat de dyslexie, pour essayer de rentrer dans la catégorie médicale. Non, on note les difficultés de l'enfant, c'est une particularité de cet enfant et on ne va pas la laisser s'effondrer dans ses difficultés, on va renforcer ses difficultés, on va s'adapter, trouver des méthodes, des petites stratégies, des choses qui vont lui donner envie de faire face à cette difficulté, et puis tout en continuant à pousser les endroits où elle aura plus de facilité. Donc, tous mes enfants ont un fonctionnement différent, mais véritablement, il faut s'adapter à chaque enfant, et aucun n'est ni sportif de haut niveau, ni un handicap médical quelconque. Nous ne sommes pas itinérants, nous ne sommes pas isolés, nous avons des écoles à côté de nous. Donc on est tous multifactoriels, tous les enfants sont multifactoriels. Ouais. Donc oui, c'est ce qui nous avait été dit durant le vote de la loi, c'est que toutes les familles qui le font entre guillemets bien, alors définition du bien ou du mal, c'est pareil, c'est à la libre interprétation, pourront continuer. Là, dans les faits, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Et que souvent, les lettres de refus que reçoivent les familles, c'est l'enfant est scolarisable, l'école sera s'adapter, les déplacements en France, à l'étranger, pourront se faire en dehors des périodes scolaires, etc. Oui, Enfin, il y a c'est souvent clairement, ces il refus. est affiché clairement une volonté de ne pas laisser cette liberté. C'est-à-dire qu'initialement, cette loi devait protéger les enfants qui étaient un peu isolés. C'était normalement quelque chose qui, bon, ben, si on allait, soyons un peu naïfs, ça aurait pu être une bonne chose pour protéger certains enfants, certaines familles pas qui se prennent vraiment mal, mais où il y a vraiment une interrogation ouverte sur le bien-être pour les enfants. Je crois que ça, c'est le but des contrôles. Mm. Donc, au fond, on se demande vraiment quel est le sens de cette loi, puis on constate simplement que c'est simplement une volonté de repousser les gens, de refuser cette liberté d'instruction, de laisser cette liberté aux parents de choisir le moyen d'instruire leurs enfants. Mm.
Ouais, ben, on le voit à travers les chiffres qui ont été publiés au mois de juin par la Cour des comptes, que certainement que tu as vu passer. Les chiffres du mois de juin de la Cour des comptes, c'est en 3 ou 4 ans d'application de la loi, c'est 60% d'enfants en IEF en moins. Oui, ils ont redescendu le chiffre à 30 000. C'était le but, quoi. C'était Il y a je sais pas, avant 2019, il y avait à peu près 30 000 familles, à peu près à la louche, hein. À cause de deux problèmes, l'obligation de scolariser les maternelles, plus derrière le Covid, et beaucoup de familles se sont aperçues que c'est pas si désagréable que ça. Et ben, le chiffre des familles a explosé, il est monté à plus de 110 000. Et ça y est, ils ont réussi, ils ont redescendu à 60% de refus de toutes les cas de l'intention de le faire, c'est redescendu. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Ouais. Je suppose que tu es pour un retour au régime déclaratif, évidemment. Oui, complètement, complètement, On est d'accord. complètement. On va dire, la démarche qu'on a, c'est que on n'est pas contre les lois, on n'est pas contre on n'est pas contre les contrôles, on cherche du sens aux choses. Et on essaie de se positionner d'un point de vue législateur. Pourquoi ça a été mis en place? On cherche le sens. Et clairement, cette loi n'a pas de sens autre que d'empêcher l'instruction en famille. Elle n'a, elle entrave complètement cette liberté fondamentale que devraient avoir les parents de choisir le mode d'instruction de leurs enfants. C'est-à-dire que elle n'a pas de sens. Elle n'a vraiment pas de sens. Mmh. Ouais. Ouais, c'est ça. Ça n'a pas de sens et ça met beaucoup de familles en difficulté. Toi, pour cette année, pour tes enfants, tu en es où? Alors le processus, c'est que une fois qu'on a reçu un refus, on fait on fait un premier recours, euh, mais là on va dire, on fait un recours devant le rectorat pour dire que on conteste cette décision, on explique pourquoi on le conteste. L'année dernière, donc c'est ce qu'on a eu, il n'y a pas eu de problème. Ils ont dit oui, effectivement, vos enfants peuvent continuer à faire l'école à la maison. Alors encore une fois, hein, c'est beaucoup de temps perdu. Il faut rédiger le dossier, il faut expliquer, il faut rédiger un document. Ça prend beaucoup de temps. Ce recours est examiné devant une commission. Alors, c'est toujours très fermé, mais normalement, c'est une commission d'inspecteurs académiques, d'enseignants, de psychologues, d'assistantes sociales. Normalement, il y a 5-6 membres dans cette commission. C'est très fermé. Quand on demande plus d'informations, on en a très peu. Cette année, ça a été une nouvelle fois. Alors, la situation qui est encore plus risible pour nous cette année, c'est que le refus n'a pas été pour nos 4 enfants. Notre refus a été seulement pour 2 des 4 enfants. C'est-à-dire que le côté arbitraire de situation propre à l'enfant, on a 2 enfants qui ont une situation propre et 2 qui n'ont pas de situation propre. C'est d'autant plus étrange et injustifié, surtout qu'il n'argumente absolument rien. Donc cette commission nous a, cette année, cette commission a fait un nouveau refus disant que, encore une fois, sans argument avancé, hein, disant que les enfants sont scolarisables. Il n'a pas été démontré que c'est une situation propre à l'enfant, donc nous vous obligeons à les rescolariser. Encore une fois, c'est pas acceptable. Euh, et puis évidemment, dans ce recours-là, nous avions également traité la partie que notre dossier avait été envoyé en retard, selon les 2 mois, selon les 2 mois. Nous avons traité cette partie-là avec l'accusé de réception à la fin, disant bon, c'est pas notre argument, mais je vais noter que nous refusons la décision parce qu'elle a été envoyée en retard. Normalement, il aurait dû être une autorisation automatique, mais bon, nous allons quand même prendre le temps d'argumenter. Ce premier point n'avait absolument pas été traité, il n'a pas été répondu, il n'a pas été considéré ni répondu, et
on a encore une réponse très formatée. 3 points. Votre enfant est scolarisable. Vous n'avez pas démontré, alors le premier point, c'est il est scolarisable. Le deuxième point, c'est que vous n'avez pas montré dans votre projet pédagogique euh, toute évolution particulière par rapport à ses spécificités. Donc en fait, il demande que, clairement la réponse, il va recommander ça, mais il demande à ce que si vous démontrez une situation propre, on veut que votre enfant soit meilleur que les autres dans cette situation propre. Euh, ok. Et troisième point, vous n'avez pas réellement démontré cette situation propre. Ouais. C'est donc 3 points extrêmement contestables, voire illégales. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons entamé un recours devant le tribunal administratif. C'est-à-dire que cette fois-ci, ce n'est plus des demandes que nous faisons vis-à-vis de l'éducation nationale, mais nous faisons intervenir la justice parce que nous avons un litige, un contentieux avec un système administratif. Donc, nous avons déposé un recours devant un tribunal administratif. Ouais. Donc l'année dernière, tu as eu tes autorisations. Après RAPO, Ouais. c'était OK. Et là, cette année, pour des dossiers, j'imagine, similaires, enfin des dossiers similaires. Je m'entends, hein, chaque individu et chaque enfant est un individu et un dossier bien différent. Mais pour une fratrie, en fait, ils considèrent que deux peuvent continuer l'UF et deux ne peuvent pas. Exactement. Et encore, c'est très ambigu tout ça, c'est très mal défini parce que on cherche véritablement. Le but, c'est qu'on puisse le faire. Mm. Les choses seront bien définies. Voilà, vous devez montrer rigoureusement ça, ça et ça, on le fait. La loi exige de démontrer que les parents ont les capacités à instruire leurs enfants, et pour eux, ça veut dire un niveau bac. Bon, pas de problème pour nous deux, on a fait des études supérieures, et de trouver la situation propre à l'enfant. C'est-à-dire que dans la demande d'autorisation, on n'a pas à démontrer de projet pédagogique. Ça, c'est le travail du contrôle, d'aller vérifier la consistance du projet pédagogique. C'est-à-dire que il y a le refus, par exemple, au niveau du rapport, c'est basé sur le projet pédagogique. Alors, à aucun moment, la loi exige que on ait à faire cette démonstration. Bien que, pour essayer de faire mieux, on, on réécrit, finalement, on redémontre le processus pédagogique qu'on va faire, on redémontre un peu quelle est la spécificité à l'enfant, comment on va y répondre. Tout ça, on se donne la peine de l'indiquer pour être le plus consistant possible. Mais non, rien n'y fait de façon non argumentée. Et encore une fois, cette année, une fois que la commission s'est réunie, nous a fait ce refus, euh, on a demandé des explications, c'est-à-dire qu'on a demandé à avoir un échange avec un membre du conseil, enfin, en espérant le directeur du conseil, le président du conseil, en demandant un échange, parce que nous avons besoin d'une argumentation pour pouvoir comprendre, ne serait-ce que pour comprendre, même si on accepte le refus, et s'améliorer les années suivantes. On a demandé un échange, on a demandé, en préparant cette demande d'échange, en disant, premièrement, nous voulons savoir pourquoi le problème des délais, des respects des lois n'ont pas été respectés, et deuxièmement, et pourquoi ça n'a pas été du tout traité, hein, et deuxièmement, nous voulons un argument à tout ce que, aux 3 points que vous nous avez dit, on veut des arguments. Cet échange nous a été refusé. On nous a dit non, non, vous n'êtes pas content, vous avez qu'à faire un recours devant le tribunal administratif. Est-ce que tu as fait appel au médiateur académique? Non, on n'a pas fait appel au médiateur académique. On en avait déjà entendu parler, et puis on n'était pas forcément au courant de ça. Et quand on a commencé à s'y intéresser on s'y intéressait après le rapport, en fait. Et en fait, de ce qu'on a compris, et donc le médiateur académique, c'est quelqu'un qui est indépendant et de l'UF. Il devrait être indépendant de tout. Et encore une fois, c'est très aléatoire, c'est très subjectif. De ce qu'on a, des retours d'autres parents,
Il y a des parents qui ont un soutien de ce médiateur et d'autres parents qui sont tombés sur une personne qui avait le préjugé de l'UF, qu'est-ce que c'était, et qui estimait d'avance que mais c'est pas grave, il faut scolariser les enfants. Donc Oui. c'est comme tout, ça reste des êtres humains qui interviennent. Des fois, c'est un système qui peut aider. Ce que j'ai compris aussi, c'est que des fois, on n'y obtient aucune aide. Mais nous, personnellement, on n'était pas assez au courant pour pouvoir solliciter cette personne. Bah, nous, clairement, pour faire un point, nous, ici à Lyon, par exemple, le médiateur académique refuse d'intervenir sur les dossiers d'IEF. Parce que pour qu'il y ait médiation, il faut qu'il y ait accord des deux parties, donc accord de l'académie et accord de la famille, pour participer à cette médiation. Sauf qu'en l'occurrence, la rectrice et l'ancien recteur, parce qu'on a changé en début d'année de recteur, pour une rectrice, ne veut pas de conciliation et estime que le litige doit se régler effectivement devant les tribunaux. Donc la C'est, médiation. voilà, que ce soit avec médiateur ou pas, c'est exactement la réponse que j'ai eue, quoi. Il ne s'embarrasse pas à expliquer, discuter. Il n'y a pas de discussion possible. Et encore une fois, j'étais pas dans une démarche de négocier, j'étais dans une démarche de comprendre. Même ça, ils s'en donnent pas la peine. Euh, donc la réponse est, vous n'êtes pas content, c'est très bien. Ouais, le problème qu'il y a, c'est qu'on a, enfin, dans ton témoignage et dans moi ce que je reçois aussi comme information, c'est qu'on n'a pas de grille de lecture de l'académie concernant les projets éducatifs, c'est-à-dire on ne sait pas ce qu'ils attendent dedans. Et en fait, il faudrait qu'il y ait une trame de lecture universelle qui dise bah, si tu coches cette case, et, enfin toutes les cases, tu as le droit à l'IEF. Et en Complètement. l'occurrence, Voilà, c'est vraiment ce que nous on traque, la compréhension, la définition de cette grille, qu'on puisse, ne serait-ce que cette sensation de bon, imaginons que bon ben à contre-cœur, je scolarise mes enfants cette année, je recommence l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? On rappelle qu'à la base, cette demande d'autorisation, elle ne devrait pas bloquer notre désir de le faire. C'est-à-dire que normalement, somme toute logique, on devrait avoir envie de le faire, mais sauf qu'on s'y prend vraiment mal. Il y a quelque chose qui ne va pas et on nous empêche de le faire. On nous explique, vous savez, il faut au moins respecter ce point-là, ce point-là, ce point-là. Le socle commun, des choses qui sont importantes pour eux. Si vous respectez ça, vous pourrez appliquer cette liberté de choisir votre instruction. Non, 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 non. C'est pas du tout le cas. On est vraiment dans une situation de flou. Les choses sont mal définies, sont mal expliquées. Elles sont presque volontairement vagues pour que toute décision soit extrêmement subjective et arbitraire. Et ça ne fait que renforcer ce qu'on discutait, cette sensation d'inutilité et d'incompréhension de cette loi. Quel est le sens? Quel est son but? Mais clairement pas le bien-être de l'enfant, clairement pas l'aide aux gens, à la population, à bien se comporter, à bien. Non, ça va pas dans le sens. C'est pas une loi qui va dans le sens du peuple, des gens, d'aider au fonctionnement de la société. C'est une loi qui, en mon sens, tu ne peux que conclure que elle n'est là que pour empêcher l'instruction en famille. Ouais, restreindre les libertés. Et restreindre, voilà, c'est avec cette sensation de, bah, tu perds cette liberté. Ouais, ouais, ouais. Oui, et puis sans grille de lecture, sans. Le problème, c'est que les parents, ils font des dossiers parfois de 30, 50 pages en espérant bénéficier de cette autorisation, en espérant que leur demande sera acceptée chaque année. Donc, ça met une épée de Damoclès sur la tête de chaque famille, de chaque enfant. Et avec cette sensation de hyper aléatoire, de complètement oui, aléatoire, quoi. On ne sait pas sur qui ça va tomber, ça va être sur la voisine ou sur nous, quoi. Et ce, malgré des contrôles positifs, aussi bien académiques. Ça fait partie des éléments qui sont extrêmement dérangeants.
Mm. il n'y a pas de transmission d'informations entre les services d'une même académie, c'est-à-dire que dans la décision qui est prise, ils n'ont pas les contrôles. Nous, on Mm. s'efforce à les transmettre, à les récupérer, parce qu'on a changé, on s'est aperçu qu'en déménageant, euh, ces dossiers ne sont pas transmis. Quand on change d'académie, mais au moins dans la même académie, quand tu as un service qui décide si l'autorisation est valide ou pas, et que 3 bureaux plus loin, il y a quelque part dans un ordi ou dans un casier, il y a est-ce que l'enfant a un contrôle positif ou pas. Non, toutes ces informations ne sont pas recoupées. Il n'y a pas une volonté de bien faire. Ce que je veux dire, c'est que j'entends bien que ça leur prendrait plus de temps, mais et qu'ils sont pas forcément équipés pour, hein, parce que à l'époque où il n'y avait pas cette demande d'autorisation, ces services, ils existaient, mais ils avaient une autre tâche. Je pense que en termes de tâches, ils se sont juste vus ajouter ces tâches-là, et que ces tâches-là, ils n'ont pas envie de les traiter, ils sont déjà en surcharge, et qu'il n'y a pas d'autre solution que l'arbitraire, que de dire oui, là, ça passe, oui, ça passe pas. Euh, j'ai lu le projet, ce n'est que du subjectif, l'arbitraire, le feeling de la personne qui décide oui ou non. Et comme tu dis, il n'y a pas de grille. Auquel, deux personnes qui ont une sensibilité différente, comment elles peuvent trancher? Si on ne veut pas que ça soit subjectif et arbitraire à la personne qui fasse la décision, il faut qu'il y ait une grille bien établie, quoi. Mm. C'est Oui, même puis indispensable pour garantir l'objectivité de la décision, quoi. c'est ça, exactement. Et surtout, que les familles qui veulent bien faire, parce que jusque-là, on veut bien faire, on veut rester dans le cadre légal, on veut épuiser les moyens de recours, on veut montrer notre bonne foi, sauf qu'on n'a pas les règles du jeu, en fait. Finalement, les Ni décisions, explication, ni on n'a rien. C'est vraiment. c'est ça. Et pour rappel, tout ça est extrêmement éprouvant émotionnellement. C'est des périodes qui mettent les nerfs en compote, quoi. Et donc, c'est à la base, l'instruction en famille, c'est des choix qu'on a fait il y a 10 ans. On s'est organisé. C'est-à-dire que ça a des conséquences lourdes aussi, tout ça. Mm. C'est-à-dire que lorsqu'on a fait le choix, moi, je devais, si on fait comme ça, qui fait quoi? Comment on s'y prend? Il faut qu'il y en ait un des deux qui assure le salaire pour la famille. L'autre fait le choix de s'orienter vers la famille. Donc, on a fait le choix d'être mère au foyer, on a eu beaucoup d'enfants, c'est-à-dire que tout ça, c'est quand même des choses, des questions qu'on s'est posées quand il y a une dizaine d'années, qu'on a pris cette décision de s'orienter sur la famille, de s'orienter vers l'instruction en famille, de faire ça au mieux. C'est des choix qui ont eu des conséquences sur le déroulement des 10 années suivantes, qu'on s'est permis de faire un enfant en plus, que l'on s'est permis. Et tout ça, aujourd'hui, ils viennent nous mettre un coup de pied dedans sans nous expliquer pourquoi, en nous disant, bah, c'est tout possible, de toute façon, C'est ça. vu que tu peux, t'as qu'à aller à l'école, vu que tu peux, t'as qu'à aller travailler, vu que tu peux, t'as qu'à Mm. faire ça. C'est pas les choix qu'on a fait, quoi. Mm. Oui, puis là, en l'occurrence, enfin, ce qui est aberrant, c'est que tu as l'autorisation pour deux, mais pas pour les deux autres. Ça veut dire Ouais, ça, c'est, enfin, la différence de traitement dans la fratrie. Enfin, ça veut dire que tu emmènes deux de tes enfants au choix enfin, à l'école et puis que tu en gardes deux autres. Enfin, l'équilibre familial. ça fait partie des arguments qu'on a défendus dans le C'est ça. rapport, mais qui n'ont pas été contre-argumentés, aucune explication. Voilà. Euh, le fait que, le simple fait que une famille pratique l'IF. On a deux enfants qui font l'IF. Ça engage, quand on pratique l'IF, généralement, on va engager le social et le culturel par énormément de déplacements, d'interactions, de rencontres. Euh, des fois, ça va être simplement une matinée, une après-midi, mais ça peut être 2 jours, 3 jours. Et ça aura des conséquences pour l'enfant qui est scolarisé. Ce genre de choses qu'on a expliquées. C'est-à-dire que si l'enfant doit être scolarisé, dans les motifs d'autorisation d'absence de l'année scolaire, c'est obligé de suivre les parents. Les parents n'ont pas à justifier pourquoi ils ne sont pas là, mais si les parents ne sont pas là, l'enfant, on a le droit ça fait partie des règlements que l'enfant n'est pas venu à l'école parce qu'on n'avait pas le laissé à la maison, quoi. Il a suivi les parents.
Comment tu vas justifier ça? Comment tu vas expliquer comment à l'école sur laquelle est scolarisé ton enfant? Ouais, il est absent 2 jours, 3 jours par semaine. Ben, c'est parce que nous, on fait des activités, quoi. On bouge parce que on est obligé pour le rythme des autres enfants, quoi. Ouais, c'est Ça ça. a été ni compris, ni aucune réponse d'argumentation. Ce qui est plus terrible, c'est tu expliques les choses, c'est balayé d'un revers de main. Aucune prise en considération, aucune explication de comment répondre à cette problématique-là. Oui, alors qu'il y a la libre circulation, jusqu'à preuve du contraire, et que effectivement, un enfant ne peut pas être laissé sans la surveillance de ses parents, de ses responsables légaux. Hein, oui, ça pose beaucoup de questionnements et du coup, ça n'a plus de sens en fait. Ça n'a plus de sens. Voilà. Donc, par, si on a un minimum de logique, le fait que certains membres de la famille font l'institution famille est parce que une situation propre à l'enfant, quand on considère aussi une situation propre à l'enfant, elle est propre à lui et lui-même, mais elle est propre à son environnement. C'est-à-dire que la situation propre à l'enfant, on doit prendre en compte comme la catégorie euh, itinérant, doit prendre en compte la situation de la famille qui est autour de l'enfant. C'est-à-dire que quand on argumente, bien que ce ne soit pas rigoureusement expliqué qu'est-ce qu'on doit dire dans la situation propre, on explique eh ben, sa situation, quel est son cadre familial, euh, ses parents, quel est le cadre de ses parents, quel est le cadre de ses frères et sœurs, et quelle est sa situation intellectuelle propre, quel est son rythme propre, on va attaquer le problème sous différents angles. Mais bon, c'est pas considéré. On te répond, rien que le fait de dire, par exemple, mon garçon de 9 ans qui a eu un refus, oui, il a 2 sœurs en milieu. Rien que ça, c'est une situation propre à lui. Non, vous n'avez pas démontré une situation propre à votre enfant. Oui, c'est ça qui n'a plus de sens en fait. Mais surtout quand tu avances l'argument effectivement que l'enfant fait partie d'un tout, d'une globalité, en général, la réponse de l'administration, c'est pour convenance familiale. L'IEF n'est pas un choix de convenance familiale, l'IEF, mais c'est une globalité, en fait. Tu apportes des éléments qui C'est montrent au-delà l'ensemble. d'une convenance. L'IEF est un choix, c'est une liberté. On a le choix de. Non, et ça a été rappelé en débat parlementaire. Euh, on a la liberté du choix d'instruction. C'est le mot contenance est inapproprié. C'est un choix. C'est-à-dire que c'est pas que ça nous convient, bien sûr que ça nous convient, c'est au-delà de nous convenir. C'est un choix. On a fait ce choix, quoi. Oui, c'est ça. Et le pire, alors je ne sais pas où tu en es, est-ce que tu as fait une demande de référé, suspension? Oui, on a fait la. Alors, euh, je suis on va dire, parce que maintenant tout se dépose. Alors, pour continuer à expliquer notre situation particulière, on a fait un recours devant le tribunal administratif et on a rajouté ça à un référé en demandant une urgence pour que le dossier soit traité avec urgence. Euh, le, Tout ça se dépose par télérecours. Donc c'est un site maintenant, on dépose tous les dossiers sur un site. On a fait donc c'est une étape où on peut faire intervenir un avocat pour rédiger et le mémoire et le référé. On a fait le choix de le rédiger nous-mêmes, avant tout par un problème de financement, quoi. Euh, mais donc on est arrivé à déposer tout ça sur le site de télérecours. Les explications ne sont pas hyper limpides de où ça en est. Mais je pense que le référé a été accepté parce que nous, il est indiqué que demain ou après-demain, 31 juillet, doit être traité en audience notre dossier. Donc, je suppose que l'audience, normalement, elle met beaucoup plus de temps. Je sais pas, on n'est pas sûr de comprendre s'ils vont traiter le référé ou si le référé a été accepté, ils vont traiter le mémoire lui-même. On n'est pas sûr de comprendre qu'est-ce qu'ils vont traiter dans cette audience. Nous, l'information qu'on a sur le site internet est que il y aura une audience le 31 mai. C'est dans quelques jours.
on n'a pas été convoqué, on n'a rien reçu, donc on ne sait pas si on doit se présenter ou pas. Il y a très peu d'échanges d'informations, encore une fois. On n'a rien reçu ni par email, aucune indication sur le dossier enregistré en télérecours. On sait juste qu'il y aura une audience le 31 juillet. D'accord. Donc, juste pour rappel, si on reçoit un refus, on peut faire un RAPO, un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de 15 jours à réception du refus. Si à nouveau on a une confirmation du refus, on peut faire donc une procédure au niveau du TA. Rien que le RAPO coûte à lui-même environ 600 € à faire auprès d'un avocat par enfant, donc par dossier. Et pour ce qui est du référé suspension et la procédure auprès du tribunal sur le fond, il faut compter environ 2000 € de frais d'avocat. Souvent, au niveau des associations et des collectifs, on rappelle évidemment qu'il faut prendre une protection juridique, surtout au niveau des refus et du volume de refus qu'il y a. Pensez à prendre une protection juridique avant de déposer votre dossier de demande d'autorisation, parce qu'effectivement, on n'est pas à l'abri. Et la preuve, même les anciennes familles cette année, que ce soit à Lyon ou chez toi, vers Carcassonne, il y a des refus, et des refus plutôt massifs cette année, je trouve. Ouais, bah, comme tu l'as dit, 100% de refus. Ouais, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'une personne sur deux, quoi, une personne sur deux ne peut pas faire ce qu'il veut. Et bon, bah, je ne fais que appuyer ce que tu dis. Effectivement, une assurance juridique, c'est pas bien cher, c'est quelques euros par mois. Et on n'y pense pas, on le sait pas. On était assez naïf et assez confiant dans ce qu'on faisait, dans ce qu'on proposait. Et donc, je ne fais que confirmer que quand tu réalises que là, tu vas faire des demandes devant le système juridique, donc là, il faut parler un langage spécifique. C'est assez lourd d'aller analyser toutes les lois. C'est bien plus lourd qu'un rapport à rédiger. Il faut comprendre qu'est-ce qu'on peut utiliser comme loi. Il faut parler leur langage. Il faut parler un langage juridique. C'est différent à rédiger. C'est fastidieux. C'est un métier. Ça légitime presque des prix exorbitants pour que quelqu'un le puisse le rédiger pour nous. Mais voilà, quand on découvre les prix, on se dit, pour quelques euros par mois, j'aurais pu avoir quelqu'un pour m'aider qui maîtrise ce vocabulaire. Ouais. Mais ça, je pense que c'est important de le rappeler. Et concernant la procédure au TA, donc auprès du TA, en référé suspension, moi, tu vois, je connais pas tout ce qui est site, etc. J'ai jamais eu à faire la démarche. Je me suis arrêtée au RAPO il y a 2 ans pour mon petit, qui a été accepté. La procédure de référé suspension, juste pour rappel, c'est une procédure qui est accélérée, où le juge peut choisir de suspendre la décision de l'académie jusqu'au jugement sur le fond. Donc, en général, c'est 15 jours. Je ne sais pas si toi, tu es dans ces délais-là, mais en Oui, à général, le peu près. juge doit décider sous 15 jours de suspendre ou non la décision. Donc, de ce que j'en comprends, de ce que tu dis, moi, l'audience qui va se passer, ça va être une audience sur le référé de suspension, quoi. Oui, exactement. Exactement. Et sachant, alors je ne veux pas te miner le moral, mais voilà, pour information, que en général, dans 90% des cas, si ce n'est plus, les référés suspension sont rejetés parce que les juges estiment qu'il n'y a pas urgence à statuer sur la scolarisation ou non d'un enfant. Et qu'en général, on verra, j'espère que tu seras l'exception, et que ta famille sera l'exception, parce que c'est incompréhensible. Et que les jugements des tribunaux administratifs ont lieu 1 an, voire 1 an et demi après, en fait, cette demande d'autorisation et ce refus. Donc ça pose vraiment la question des voies de recours. Le Oui, rapport, c'est une absurdité de plus. voilà. On l'a déjà vu, ce cas 1 an et demi, c'est-à-dire que genre en 2025, il y a eu des réponses, effectivement, nous confirmant que vous n'êtes pas obligé de scolariser votre enfant en 2023, quoi. Voilà.
Et sauf qu'entre-temps, il s'en est passé des choses et peut-être que la famille a été obligée de scolariser ou peut-être qu'elle a été obligée de s'expatrier ou peut-être qu'elle a été obligée de faire, d'autres choix, Mmh. parfois, et qui les mettent dans des situations parfois, très inconfortables. Mais c'est toute l'absurdité des voies de recours. En, en statistique, grosso modo, il y a 50% des familles qui font un RAPO, donc la première étape, qui peut être faite avec ou sans avocat. Là, au niveau des statistiques, je dirais que allez, 2/3, on va dire, jusqu'à présent, étaient acceptés. Et j'ai l'impression que la tendance s'inverse. Après, au niveau TA, etc., peu de familles vont au tribunal administratif parce que ça génère des frais, du stress, de la pression. Il y en a beaucoup qui s'arrêtent avant, donc qui font le choix d'autres choix. Voilà, malheureusement. Voilà, voilà. Est-ce que je peux te demander un petit mot pour conclure ou est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, je crois que j'avais bien décrit tout ce que nous vivons. Peut-être mot de conclusion, c'est des mots que tu auras eu envers nous. C'est effectivement, tout ça, c'est très éprouvant. Recevoir un refus au RAPO, on a l'impression que son monde s'écroule. Il faut prendre le temps d'encaisser les informations. Il faut prendre le temps de réfléchir pourquoi on a fait tout ça. Qu'est-ce qui nous a amené ici? Qu'est-ce qui nous a amené aujourd'hui en ce point? Et continuer à se battre parce que pour moi, même si la décision, elle viendra tardivement, elle viendra dans un an, on ne sait pas comment les choses vont évoluer cette année. Ce seront des décisions judiciaires qui seront empilées pour, pour, qui seront des arguments importants pour la suite des processus. Donc, les mots que tu avais eus envers nous, il faut que tout le monde le sache. On vit tous la même chose. C'est extrêmement éprouvant, mais il faut se battre. Il faut pas accepter ça. Cette loi, on l'a dit, on l'a redit, est insensée. C'est insensé. C'est stupide. Il faut, au quotidien, pour nos enfants, il faut continuer à se battre. Quand nous, on a fait le choix de se battre dans les systèmes, aussi bancals qu'ils soient, tels qu'ils sont dessinés, il y a des familles qui font le choix de se cacher, d'autres qui font le choix de fuir. Moi, je reste convaincu il faut affronter la société dans laquelle on vit. Il faut faire remonter à quel point c'est absurde. Et donc, du coup, beaucoup de courage à tous ceux qui partagent les mêmes événements. Je sais que c'est dur, mais il faut pas lâcher. Il faut faire ça pour nos enfants. Merci Grégory. Voilà. Merci Merci à toi. et bon courage.